Catherine Gracier, bonjour. Bonjour. Quels commentaires vous inspirent les manifestations qui ont parfois dégénéré en violence ces dernières semaines à Taza et plus récemment dans deux villes du Rif? C'est qu'aujourd'hui, les manifestations ont quitté les grands centres urbains comme Casablanca et Rabat et s'étendent un peu partout au Maroc. Donc certes dans des régions qui sont traditionnellement rebelles, comme le Rif, mais aussi à d'autres régions qui jusqu'ici n'avaient pas connu d'agitation sociale. Deuxième nouveauté, on voit une nette évolution depuis 12 mois des slogans. Pendant longtemps, ces slogans ont été pour protester contre la vie chère. Et maintenant, on entend ou on peut lire sur les pancartes des slogans très hostiles aux monarques qui peuvent aller jusqu'à Mohamed VI dégage. Est-ce que cette évolution est liée au printemps arabe qui ont ouvert une brèche ou est-ce que c'est parce que le malaise social est plus profond? Il y a bien sûr un effet révolutions arabes, mais il y a aussi une évolution interne. Les gens sont mieux renseignés, les gens sont davantage révoltés. Puis il y a aussi l'effet de la crise. Beaucoup d'entreprises françaises et européennes qui sous-traitent au Maroc. Et là, maintenant, la crise, voilà, ils l'ont de plein fouet avec un taux de chômage qui augmente et cela crée des mécontentements populaires. D'autant plus que les contribuables marocains supportent les coûts de l'entretien des palais, des résidences royales et du personnel du monarque. Et ils sont conséquents. Vous avez mené l'enquête là-dessus. Oui, tout à fait. Le roi dispose d'une liste civile qui n'est certes pas très précise, mais enfin on a une idée en gros des montants qui sont assez importants puisqu'on atteint plusieurs dizaines de vraiment millions d'euros. Et alors, dans votre livre, le roi prédateur, vous expliquez que le roi est indirectement, finalement, bénéficiaire des subventions allouées par le gouvernement. Oui, disons que le Maroc a mis en place, et ça 62 déjà, un système qu'on appelle la caisse de compensation qui permet de garantir aux Marocains et aux ménages marocains les plus modestes l'accès à des prix abordables aux biens de première nécessité comme l'huile ou le sucre. Et il est intéressant de constater que pendant très longtemps, parce que justement le palais est en train de vendre ces entreprises-là aujourd'hui pour mieux investir ailleurs, eh bien ces produits comme le sucre, l'huile étaient majoritairement produits par les entreprises royales. Donc on voyait bien que d'un côté, ils vendaient aux Marocains et que de l'autre côté, ils récupéraient les subventions de l'État. Ça, on le voit extrêmement bien dans les énergies renouvelables qui sont le nouvel Eldorado pour la monarchie marocaine. On voit très bien que l'entreprise Nareva, donc qui appartient au roi, produit de l'électricité qui est revendue à l'Office national d'électricité marocain, qui ensuite le revend aux Marocains. Donc là, on voit bien que la boucle est bouclée. Et est-ce que le Marocain de la rue est conscient de l'étendue de l'empire du monarque qui recouvre la banque, les domaines royaux, la finance, en passant par l'agroalimentaire et l'immobilier? Alors, de plus en plus. Les gens le savent, ça faisait rigoler jusqu'ici. Aujourd'hui, ça fait de moins en moins rigoler. Et moi, j'ai le sentiment que oui, y compris dans les coins les plus reculés, y compris dans les campagnes, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de Marocains qui se rendent compte que le roi Mohamed VI a un empire qui dépasse l'entendement par rapport à la taille et à la richesse du pays. Pourrait-on imaginer, par exemple, qu'en France, qu'au Royaume-Uni, qu'aux États-Unis, dans n'importe quel pays, le chef de l'État possède une bonne partie de l'économie du pays, on peut sérieusement en douter. Parce qu'il détient les pleins pouvoirs malgré la nouvelle constitution. Oui, il a fait des concessions. Mohamed VI a eu l'intelligence de céder un petit peu. À fin 2011, il y a eu les élections législatives les plus transparentes que le Maroc ait connues, ça il faut le souligner, et il a choisi d'appliquer les nouveaux textes qu'il a fait voter lui-même à des taux certes nord-coréens, mais enfin bon, il a décidé donc de donner le gouvernement aux islamistes et de nommer un premier ministre islamiste. Si l'on revient aux affaires, en revanche, il supporte très mal la concurrence. C'est une ligne rouge absolue. Qui lui fait de l'ombre sur les secteurs qui l'intéressent vont connaître des jours difficiles. C'est le cas par exemple des produits laitiers Jaouda qui font de la concurrence à la centrale laitière que le roi possède en partenariat avec le groupe français Danone. La centrale laitière a mené pendant de nombreuses années une véritable guérilla qui n'a pas hésité à instrumentaliser la justice pour tenter d'affaiblir les positions de Jaouda, qui remportaient de vrais succès, notamment grâce à des grandes innovations en marketing. Catherine Gracier, est-ce que cela n'aboutit pas à étouffer, décourager l'initiative économique, même locale, au Maroc? Les Américains semblent s'en plaindre, si l'on se réfère notamment à un télégramme diplomatique publié par Wikileaks. Alors, les Américains le déplorent, mais ils sont loin d'être les seuls. Les premières victimes et les premiers à protester, mais toujours en off, et toujours anonymement, c'est le patronat marocain qui aujourd'hui
voient la monarchie occuper des positions et des parts de marché qu'ils estiment devraient en partie leur revenir. Et voilà, ce n'est pas le cas. Donc c'est vrai que cette grande bourgeoisie marocaine d'affaires, ce patronat marocain qui officiellement et publiquement cire les bottes du roi, en privé sont beaucoup plus tranchants et critiques à son égard. Catherine Gracier, je vous remercie. Merci beaucoup.